il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Ok. À nouveau, bienvenue. Je suis toujours ravie de vous voir. Et je vais devoir rester, même si je ne vous vois pas bien parce qu'avec la caméra, mais je suis quand même ravie de vous voir. Nous allons, pendant cette présentation, considérer le chapitre 7 de l'ouvrage Événements des derniers jours. Chapitre 7. Donc, si vous avez envie de le consulter ensuite pour continuer à approfondir, c'est le chapitre 7. Vivre à la campagne, dans le titre. Et tout d'abord, je vais vous inviter à prier. Ô Père éternel, Dieu de grâce et de miséricorde, merci pour toute la nourriture que tu as pourvue depuis le commencement de ce camp meeting. Merci pour tous les miracles que tu as accomplis également, pour que chacun d'entre nous puissions être présents par ta grâce. Nous te prions aussi de nous pardonner pour tout ce que nous avons pu faire, dire, penser qui n'était pas en harmonie avec ta parole. Et alors que nous allons considérer ce chapitre au travers de cette présentation, nous te prions de nous revêtir, de nous accorder la grâce de ton Esprit Saint, afin que ce soit toi qui continue de nous nourrir, continue de nous instruire et de nous faire grandir par ta grâce. Merci encore pour tout ce que tu accomplis dans nos vies et que tu accompliras. Ce sont les grâces que nous te prions par les mérites de Jésus. Amen. Ok. Alors, si on vous pose cette question, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit sans trop réfléchir? Pourquoi vivre à la campagne? Spontanément, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pourquoi vivre à la campagne, si on vous pose cette question? L'air frais, j'ai entendu. Fort. Le grand air, l'air frais, ok. La nature. Repos, nature, Dieu demande. Le calme, agréable. Il y a beaucoup de choses qui viennent, hein? Ah, pas de réseau. C'est intéressant, ça aussi. Ok. Espace, calme. C'est quand même beaucoup de choses assez fraîches, tout ça. C'est ok, hormis pas de réseau. Ok, d'accord, on entend. D'accord. Ok. Eh bien, nous allons voir qu'est-ce que nous dit l'inspiration à propos du... Pourquoi vivre à la campagne? Donc, à la page 75.1, la messagère nous dit: bien que toute la création fût dans un état de beauté parfaite et que rien ne semblât présenter le moindre défaut, sur cette terre créée par Dieu, pour le bonheur d'Adam et Ève, l'Éternel manifesta son grand amour pour eux en plantant un jardin spécialement à leur intention. Une partie de leur temps devait être employée avec bonheur à entretenir ce jardin et une autre à recevoir la visite des anges qui les instruisaient et qu'ils écouteraient dans une bienheureuse méditation. Leur labeur n'était pas fatigant, mais agréable et vivifiant. Ce magnifique jardin devait être leur foyer, leur résidence principale, leur résidence spéciale, plus précisément. Merci. Et donc, Dieu plaça nos premiers parents dans un jardin. Il nous le dit encore dans sa parole en Genèse 2, verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient,
et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Si nous continuons la lecture, dans les versets suivants, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, en 4 bras, si l'on s'arrête au verset 10. Donc Dieu créa nos premiers parents, et leur habitation spéciale était un jardin. Et il était bordé d'eau, agrémenté d'arbres fruitiers. Ce n'était pas une maison en ville, avec un petit coin de pelouse pour des barbecues. Non, non, non. Un jardin avec des arbres fruitiers, chargés en fruits délicieux. C'était ça la demeure de nos premiers parents. C'était ça l'idéal de Dieu pour nous. Alors si on vous dit maintenant, pourquoi vivre à la campagne? Ouais, tranquille, ok? Manger des fruits? L'idéal de Dieu pour nous. L'idéal de Dieu pour nous. L'idéal de Dieu pour nous. Ce que Dieu veut pour nous. Ok. Et si nous continuons notre investigation pour comprendre, parce que nous avons vu un point pour l'instant, Dieu, il a conçu l'humanité. Alors, nous allons faire apparemment une pause technique, c'est ça? Ok, donc pourquoi vivre à la campagne? On continue à investiguer. On a vu l'idéal divin, c'est son plan pour nous, ok? Et nous allons continuer à avancer, toujours sur le chapitre 7, donc d'événements des derniers jours, à la page 77.5. Envoyer les enfants dans les écoles, des écoles situées dans les villes, où toutes sortes de tentations les attendent pour les attirer, les pervertir, et vous constaterez que l'édification du caractère devient 10 fois plus difficile à la fois pour les parents et les enfants. Ok, c'est important. L'édification du caractère, 10 fois plus difficile. Et pas que pour les enfants, pour les parents. Alors, j'ai une question. Qui est-ce qui a envie de voyager? Ouh, il y a beaucoup de mains. Ok. Qui a envie d'aller, je ne sais pas, aux Antilles? Australie? Japon? Il y a beaucoup de mains veulent voyager, il n'y a pas de souci. Ok. Et cette destination, qui est-ce qui veut y aller au ciel? Bon, il y a plus de mains, la majorité. Ok. Donc, apparemment, c'est une destination que tous nous convoitons. Ok. Est-ce que nous savons quel est le seul bagage dont nous avons besoin pour aller au ciel? Notre caractère. Le caractère. C'est le seul bagage que nous avons avec lequel nous irons au ciel. Alors, est-ce qu'on va le préparer à la hâte? La veille? Non, on va prendre soin de le préparer. C'est une destination éternelle. Alors, la messagère nous dit, toujours dans le chapitre 7, à la page 78.3, il n'est pas une famille sur 100 qui se trouvera dans une meilleure condition physique, mentale, spirituelle, du fait qu'elle habite dans une ville. Pas une sur 100. La foi, l'espérance, l'amour, le bonheur sont d'un accès bien plus facile dans les lieux retirés, au milieu des champs, des collines et des arbres. Éloignez les enfants, vos enfants, de la vue du bruit de la ville, du tintamarre et du vacarme des tramways et des attelages, et leur esprit seront plus sains. Est-ce que vous avez déjà une idée d'un deuxième point, une deuxième raison pour laquelle il nous faut vivre à la campagne?
pour préparer le caractère. Et il est dit à la dernière phrase, on se rendra compte qu'il est plus facile de se familiariser, de familiariser le cœur, donc des enfants, de tous, avec la vérité de la parole de Dieu. Où ça? À la campagne. Donc on a vu que c'est l'idéal de Dieu, mais c'est aussi un moyen de préparer notre seul bagage. C'est important. Ok. Donc on va continuer. On a vu qu'en ville, eh bien, le caractère, il sera 10 fois plus difficile, que ce soit pour les enfants ou les adultes, qu'il soit façonné. Et on a vu qu'à la campagne, c'est plus facile. Ok. Voulons-nous prendre le seul bagage avec lequel nous pourrons aller au ciel, mais à moitié préparé? Non, 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 non. On va en prendre soin. Alors, Dieu a un message pour nous à la page 75.3. Sortez des villes aussi vite que possible. Achetez un petit terrain où vous pourrez faire votre jardin, où vos enfants pourront observer la croissance des fleurs et apprendre d'elles une leçon de simplicité et de pureté. Aussi vite que possible. C'est l'invitation de Dieu. C'est sa solution pour que nous préparions le bagage, le seul dont nous avons besoin pour aller au ciel. Donc, en résumé, nous avons vu que c'est l'idéal de Dieu et que c'est un moyen qui nous permet d'avoir notre caractère transformé, notre seul bagage préparé et à l'image de notre Sauveur Jésus. OK? Donc, nous allons continuer notre petite investigation sur le chapitre 7. La messagère du Seigneur nous dit « Ce n'est pas la volonté de Dieu que son peuple s'installe dans les villes où règne constamment l'agitation, la confusion. Épargnons ces choses à nos enfants, car tout le système nerveux est ébranlé par la hâte, la précipitation et le bruit. » On va s'arrêter là. À quoi la messagère du Seigneur fait référence ici? Est-ce que vous voyez une raison supplémentaire pour laquelle il nous faut vivre à la campagne? J'ai entendu la santé, la paix. Ok, ok. Donc, l'idéal divin pour notre caractère et il y aurait quelque chose, il y aurait un impact sur notre santé. On va essayer d'investiguer sur comment finalement le fait de vivre à la campagne aurait un impact positif sur notre santé. Nous allons voir ça. Ça, c'est ce que l'on a considéré. Le caractère qui est transformé, l'idéal divin. Et maintenant, nous allons voir pour le point de la santé, sont 3 raisons pour lesquelles il nous faut vivre à la campagne. OK? Alors, si nous arrêtons sur une phrase qui a été déjà citée, il a été fait mention dans les villes de l'agitation et de la confusion. Donc, pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions vivre en ville? Précipitation, agitation. Mais qu'est-ce que ça... Le stress. Le stress, effectivement. Et pas que. Dieu ne désire pas que nous vivions en ville car il y règne agitation et confusion, nous avons vu. Le vacarme des rues, des bruits en tout genre, cela nuit au bien-être que Dieu souhaite pour nous. Si l'on vous dit maintenant, si l'on vous dit en un mot, maintenant, de pourquoi vivre à la campagne en un mot? En un mot, un mot, un mot. Calme. Le calme. En un mot. Effectivement. On dit souvent de la campagne que c'est un lieu pour la santé qui est bien meilleur que la ville, parce qu'il n'y a pas de bruit, qu'on est au calme, absence de circulation, que c'est apaisant. On a des bruits, mais de la nature, le chant des oiseaux.
Et en ville, eh bien, ce sera le métro, la circulation, le bruit, etc. Et tout cela, comme je l'ai entendu, effectivement, cela va générer du stress. Et un stress qui est ponctuel, est-ce que c'est nuisible à la santé? Ponctuellement, d'avoir quelque chose qui va susciter un stress? Non. Mais quelque chose qui va être constant, tous les jours, plusieurs années, etc. Là, est-ce que ça va devenir nuisible? On est d'accord. Eh bien, il faut savoir que des chercheurs ont étudié sur cela. Et ils ont fait une incroyable découverte sur le fait que le stress affecte tout le temps le citadin à des niveaux qu'on n'imagine pas, tout par le mode de fonctionnement que, effectivement, les aléas de ce qu'ils vont rencontrer, mais aussi le fonctionnement, la manière de vivre, en fait. Et ce phénomène va avoir un impact sur une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et cette région, elle est responsable de la gestion du stress et des émotions. Et en réalisant les tests, les chercheurs ont découvert qu'elle fonctionne au maximum. Cette glande, ces glandes, en fait, au niveau du cerveau, fonctionnent au maximum quand on vit en ville, contrairement à ceux, justement, qui vivent à la campagne. L'amygdale, cette partie de notre cerveau, qui est proche de l'hippocampe, est indispensable pour notre capacité à percevoir, à ressentir les émotions. C'est une structure cérébrale qui est complexe. Elle est composée de petites régions dans le noyau latéral et le noyau central, et où les informations et les commandes de réaction sont fournies. Elle représente en fait, ces petites glandes, ces noyaux tout du moins, elles représentent le cœur du système d'alarme de notre corps. Elle a un rôle donc d'activation de la réaction et également par rapport aux émotions, très important pour la reconnaissance des émotions. Donc, l'impact du stress physiologique va être en fonction de la durée. Si on a un stress aigu mais ponctuel, on a vu, c'est pas très grave. Par contre, s'il devient chronique, constant, persistant, eh bien là, le fait que ce soit prolongé et répété, cela va activer un mode alerte dans le cerveau en continu et des hormones vont être sécrétées mais sans interruption. Et cela va nuire et épuiser l'organisme. L'exposition prolongée ou répétée à l'agent stressant épuise les capacités énergétiques de l'organisme. Le taux de glucose dans le sang, il va baisser et les cellules ne seront plus nourries. On va atteindre un niveau, un état d'épuisement. Et cet état d'épuisement, c'est un terrain qui est favorable au développement des maladies. Est-ce que vous m'avez suivi là sur ce point? Le stress, ça nuit à la santé, ça conduit à un épuisement général. Et cet épuisement, eh bien, c'est l'état dans lequel notre corps il va pouvoir mieux tomber malade, mieux être malade. Donc, est-ce que finalement, on réalise l'importance de vivre à la campagne plutôt qu'en ville? Les cellules sont fragilisées. Le système neuro-hormonal est déréglé. Le cholestérol sanguin n'est plus régulé. D'accord. Donc, on a vu que le stress est chronique, donc qui dure, qui perdure, se répercute sur notre état général, notre immunité, puisqu'on va avoir une diminution des défenses immunitaires. L'épuisement dû au stress va favoriser l'apparition de maladies cardiaques, favoriser une pression artérielle qui constamment monte, favoriser des taux de cholestérol élevés, favoriser du diabète, des ulcères à l'estomac notamment, et donc une diminution des défenses immunitaires. Également au niveau psychologique, vont survenir des troubles, difficultés de concentration. Ça ne vous arrive pas d'avoir des difficultés de concentration? Chez vous. Eh bien, il faut vivre à la campagne. C'est un terrain favorable
à ce qu'il n'y ait plus ces troubles de concentration. On peut voir également l'impact du stress sur les différentes parties du corps. Si l'on considère juste l'aspect du cerveau, eh bien, saute d'humeur, dépression, irritabilité, manque d'énergie, manque de concentration, anxiété, crise de panique, troubles du sommeil. Et là, je m'arrête seulement au niveau du cerveau. Mais vous pouvez considérer les autres aspects les autres parties du corps. Une équipe danoise a évalué l'incidence du stress sur le risque de faire un accident vasculaire cérébral, autrement dit AVC. Les chercheurs ont suivi 5 604 hommes et 6 970 femmes. Ce n'est pas une petite étude, c'est quand même important. Ils ont évalué les risques en termes de fréquence du stress quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou absence de stress, et également l'aspect de l'intensité, un stress faible, moyen, élevé ou pas du tout. Et pendant 13 années de suivi, ceci a permis de conclure que, comparé aux sujets qui ne présentent pas de stress, le risque d'AVC, accident vasculaire cérébral, a augmenté de 49% en cas de stress hebdomadaire. Autrement dit, le fait de vivre en ville, où on est soumis au stress constant, va augmenter de 49% le risque de faire un AVC. Vous auriez imaginé un volume aussi important? Juste le fait de vivre en ville? Vivre en ville! Et 89% en cas de stress lorsqu'il est en intensité élevée et de manière constante. Donc, un stress hebdomadaire, augmentation de 49% de faire un AVC, et un stress, mais avec une intensité maximale et qui reste constant, quasiment 90% de risque de faire un AVC. Les AVC représentent dans les pays occidentaux la 3e cause de décès après la maladie coronarienne et les cancers. C'est la première cause d'handicap et la 2e cause de démence. Et ils ont des conséquences dramatiques. Je vais juste vous faire un court témoignage. Dans un ancien emploi que j'avais dans l'industrie pharmaceutique, j'avais un collègue qui avait 33 ans à l'époque et travail acharné, intense, à vouloir toujours plus, et surtout dans le monde de l'industrie. Donc là, aujourd'hui, c'est bien, mais mieux, demain, il va falloir faire d'autant plus. Ça sera mieux. Donc, c'est toujours comme ça, en fait. Et ce collègue était en, comme on dit, CDD, en congé à durée déterminée, et du coup, en contrat à durée déterminée, et du coup, il essayait de faire de son mieux pour qu'il soit pris finalement de manière définitive dans ce travail. Alors, il faisait encore plus, 150%, 170% de ce qui est demandé, et encore 200%. Et c'était juste exceptionnel, les résultats qu'il avait. Mais, chaque fois, toujours plus. Et puis un jour, un mail urgent arrive. Oui, pour telle personne, eh bien, il se retrouve dans le coma, nous avons une pensée pour lui, pensons à sa famille, etc. Voilà, donc, le choc, 33 ans, dans le coma. Il n'a pas fallu compter quelques heures qu'après un autre mail arrive. Il est mort. C'était fini. Il avait donné. Et ce que l'entreprise a jugé bon de faire, c'était d'observer une minute de silence en mémoire d'un jeune de 33 ans qui a donné plus que 100% de ce qui était demandé. Et encore, dans l'espoir d'être encore là, et il n'est plus. Est-ce que Dieu attend que nous vivions dans ces conditions? Non. Si Dieu veut que nous sortions des villes, c'est pour nous épargner des plaies d'Égypte, pour nous épargner d'une mort atroce, précoce. Si Dieu veut que nous sortions des villes, c'est qu'il veut nous voir vivre en paix, dans le calme, pour sa gloire.
vivre en ville, ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous aujourd'hui. Voyons quelles étaient les conditions de vie de notre Rédempteur, notre Sauveur, et notre exemple, lui qui a vécu comme nous devrions vivre. À la page 75, événements des derniers jours, chapitre 7, 75.2. Quelles étaient les conditions choisies par le Père infini pour son Fils? Un foyer retiré dans les collines de la Galilée. Un foyer retiré dans les collines de la Galilée. Une famille subvenant à ses propres besoins par un travail honnête et digne. Une vie de simplicité. La lutte quotidienne contre les difficultés, les peines, le renoncement, l'économie. Le service patient et joyeux. L'heure d'étude aux côtés de sa mère avec le rouleau ouvert des Écritures. La quiétude de l'aube ou du crépuscule dans la verte vallée. Les saintes occupations dans la nature. Voilà l'exemple de notre Sauveur. L'étude de la création et de la providence et la communion de l'âme avec Dieu. Telles étaient les conditions et les avantages des premières années de la vie de Jésus. Est-ce que Dieu voudrait moins pour nous? Non, il ne veut pas moins pour nous. Il veut tout autant. Il veut également pour nous. Mais est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous voulons ce que Dieu veut pour nous, puisqu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous? Oui, amen. Afin, en suivant son conseil, d'éviter le stress chronique, comme nous l'avons vu. Afin d'éviter diverses maladies qui sont liées au mode de vie. Voyons comment Dieu désire prendre soin de notre santé au travers d'une vie à la campagne. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui nous permet, malgré le contact d'agents pathogènes, qu'est-ce qui nous permet de ne pas être malade? Qu'est-ce qui nous évite la maladie? La prévention, mais physiquement, concrètement. Exactement, notre immunité. Notre immunité. Avec une immunité renforcée, même s'il y a des agents pathogènes, notre corps résiste. Ok. Alors, il nous est dit, toujours dans l'événement des derniers jours, chapitre 7, la page 78.3, il n'est pas une famille sur 100 qui se trouvera dans une meilleure condition physique, mentale, spirituelle, du fait qu'elle habite en ville. Nous l'avons déjà lu. Ok. Pas une sur 100. Donc, ça veut dire qu'on est en meilleure condition physique, mentale et spirituelle du fait d'habiter à la campagne. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Oui. Il y en a qui disent, à la campagne, il y a beaucoup de pollen. Et puis, comme il y a beaucoup de pollen, on fait des allergies. Oui. Ok. Le pollen, il s'échappe des fleurs. Évidemment, c'est logique, ok. Mais on suppose qu'il devrait y en avoir plus à la campagne et en ville, on est... on n'a pas le souci du pollen, en fait. Les chercheurs ont étudié sur ça également, sur ce point. Et il y a des études là-dessus qui sont concluantes, qui ont démontré qu'il y a plus de maladies dues au pollen. Où ça? En ville. En ville. Mais c'est bizarre. Il y a plus de pollen à la campagne. L'immunité déjà est plus faible, ok. Mais ce n'est pas tout. L'aspect du pollen en ville fait que le citadin est plus sensible à ce type de pollen. Et le grain de pollen en ville se caractérise avec un enrobage de poussière fine et ces derniers font partie de la pollution et ne permettent pas finalement au pollen de se figer au sol, comme il le ferait à la campagne. Et du coup, ça les force à rester en suspension dans l'air. Et du coup, en ville, le pollen subit un genre de décapage qui le rend beaucoup plus agressif.
Et oui, voilà la raison. Donc, dans le nez, les cils qui sont censés jouer un rôle de filtre bloquent les grains de pollen, mais ils sont impuissants contre des fines particules qui libèrent le pollen et notamment des villes. Voilà. Donc, vivre en ville favorise l'apparition de maladies telles que l'asthme. Voilà. En contact avec le pollen qui est moins agressif de la campagne, les habitants y sont moins allergiques. Ces derniers développent un meilleur système immunitaire. Et notamment grâce à quoi d'autre? Hormis le pollen, qu'est-ce qu'on va retrouver aussi souvent à la campagne? Oui, mais pas. Et des abeilles. C'est quoi les abeilles? Des insectes, mais... Les abeilles, c'est pour faire le miel. Ok. Hormis les abeilles, les insectes, qu'est-ce qu'il y a d'autre à la campagne? Il y a de l'eau, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des animaux. Il y a des animaux à la campagne. Eh oui, il y a des animaux. Eh bien, est-ce que vous savez que ça sert à quelque chose, les animaux? Eh oui. Donc, les animaux, au contact des animaux, eh bien, notre système immunitaire se renforce. Un chien, des vaches, même des centaines de dindons. Ils sont vecteurs de plein de microbes et forcent notre corps à se défendre et ainsi entraîner notre système immunitaire et mieux entraîner contre les maladies. Oui, et cela est prouvé scientifiquement. Et ici, vous pouvez retrouver cette étude qui a été publiée dans la revue Science Advance, qui a été, donc l'analyse a été dirigée par Aki, le nom, j'ai du mal à le prononcer, et sur un échantillonnage de 75 enfants, on va prendre ce cas-là, donc 75 enfants qui ont été exposés à la nature dans le cadre de crèches vertes. Donc 75 enfants dans un cadre crèche verte comparé à des espaces publics classiques. Donc 75 enfants exposés à la nature et les autres non. Les résultats sont édifiants. En un seul mois, la diversité microbienne de la peau des enfants évoluant dans les garderies en zone naturelle a augmenté. Les chercheurs ont également constaté des changements dans la numération globulaire avec une augmentation des gamma je vais retrouver ma feuille. Alors, des gamma-protéobactéries qui renforcent la défense immunitaire de la peau. Et ce n'est pas tout. Le microbiote des enfants a également évolué, ainsi que leur capacité motrice et de concentration. Système immunitaire qui augmente, meilleure concentration, juste en un mois, dans un cadre de la campagne. Qu'est-ce que vous dites à ça? C'est impressionnant. L'étude conclut que le contact répété avec des éléments naturels 5 fois par semaine offrait une protection significative contre les maladies du système immunitaire. Cette analyse s'inscrit dans le sillage de nombreuses études antérieures ayant démontré, par exemple, que les enfants vivant en zone rurale, au contact de la nature, avaient une probabilité plus faible de développer des maladies cœliaques, des allergies et même le diabète. Très, très, très important. Alors, nombreux ceux qui pensent que les animaux de ferme sont source d'allergies aussi, tout comme le pollen, ça pour des allergies, voilà. Mais, et d'asthme aussi, ou d'autres maladies. Ils supposent que les animaux provoquent tout ça. Ils préfèrent alors minimiser, en fait, l'exposition des sources de bactéries pour éviter de tomber malade. Mais les études montrent qu'un environnement trop stérile nuit à la santé. Et ça, même pour les enfants dès le plus jeune âge. D'autres études ont montré que le contact avec les animaux favorise le développement des défenses naturelles.
dans cette optique, une récente étude publiée dans la revue Proceedings of National Academy of Sciences, ou PNAS, elle s'est intéressée à la santé mentale, la santé physique de sujets qui vivent à la ferme ou en ville, entourés ou non d'animaux. Pour ce faire, les chercheurs ont évalué 3 facteurs: le stress, les processus inflammatoires et l'activité des défenses naturelles. Les résultats révèlent que les personnes qui vivent en ville sont plus exposées au stress par rapport à celles qui vivent dans un environnement rural. Ok. En outre, les auteurs ont montré que les citadins avaient une réponse inflammatoire importante comparée à ceux qui vivent dans des milieux ruraux. Ok. Donc, en résumé, vivre à la campagne. Vivre à la campagne. Oui, parce que vous pouvez exprimer maintenant des choses maintenant. Pourquoi? Fort, parce que j'entends. Exactement. Idéal divin, préparer le caractère pour la santé, et c'est-à-dire l'immunité. Alors, je ne suis pas sûre qu'on a encore vu pour l'instant. D'accord, mais c'est bien. Tu fais attention à des détails très précis. Et le calme. Ok, donc l'immunité, le calme, le système immunitaire qui est favorisé. On a vu par le fait d'être en contact avec des animaux, le fait d'être en contact avec la nature elle-même favorise une meilleure immunité. Ok. Depuis une quarantaine d'années, plusieurs études ont démontré l'impact de la santé et du côtoiement des animaux aussi sur un autre aspect. Est-ce que vous savez quel aspect? On a vu par rapport à la santé, l'immunité, mais hormis l'immunité, il y a un autre point sur lequel les animaux, finalement, qu'on va voir souvent à la campagne, vont avoir comme impact sur notre santé, sur nous. La joie, je l'ai entendu, sur les émotions, mais surtout sur l'humeur, sur notre humeur. En effet, une étude publiée en 1980 a montré qu'avoir un animal de compagnie, et si on prend l'exemple du chien par exemple, cela réduit une fatigue psychologique. Il y en a qui n'y croient pas, mais c'est une réalité. Eh oui. Alors, j'ai pris l'exemple du chat, ça peut être un chien, enfin du chien, ça peut être un chat, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a des études qui ont démontré qu'effectivement, avoir un animal de compagnie va réduire la fatigue psychologique et aussi des troubles psychiatriques et vont favoriser un bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Par ailleurs, cette même étude qui a apparu dans toujours la même recherche, le même centre que j'ai présenté tout à l'heure, PNAS, elle a mis en lumière un lien entre l'environnement, la diversité microbienne et qui est une pauvre et une suractivation des processus inflammatoires. Des effets qui exposent l'organisme à un stress excessif nuisent à l'organisme, nous l'avons vu. Mais les chercheurs ont comparé l'effet du stress sur les sujets qui vivent en ville, qui n'ont pas d'animaux, à des sujets qui vivent à la campagne, régulièrement en contact avec des animaux de ferme. Et les résultats montrent effectivement que les sujets qui vivent en ville, depuis même jeunes, sans animaux, sont plus fragiles et vulnérables au stress et plus à risque de développer des troubles psychiques que ceux qui vivent à la campagne. Et ces résultats, ils ont été visibles en seulement 90 minutes. Oui. Donc vivre à la campagne, oui. Et avoir des animaux, c'est encore mieux pour la santé. Et on comprend pourquoi Dieu, finalement, il a créé l'homme et la femme dans un jardin. On comprend l'impact sur notre immunité. On comprend le rôle des animaux. On comprend que Dieu fait les choses
de qui nous paraît, on ne comprend pas sur l'instant, mais qui ont un sens et qui vont très loin, en fait, finalement, dans notre fonctionnement humain. Et ça a un impact, en fait, sur notre santé. Alors, si je vous dis, quel est le remède de Dieu pour lequel, si on se prive au bout de 4 minutes, on va perdre la vie? L'air. Et au début, quand je vous disais vivre à la campagne, j'ai entendu air pur. Donc, effectivement, l'air pur, c'est un remède de Dieu. Et aujourd'hui, 80% des Français, notamment, puisque nous sommes en France, préfèrent vivre dans une zone urbaine. Et on sait que l'environnement a un impact sur notre santé. Mais vivre en ville implique une forte exposition à quoi, tout particulièrement? À la pollution automobile, au gaz acide des usines, aux fumées de tabac, aux produits chimiques et toute autre chose. En ville, la pollution tue, mais est-ce que vous savez à quel point la pollution tue? Lorsque nous marchons en ville, est-ce que nous nous sentons en danger? Est-ce que lorsqu'on va en ville, on se dit, bah, tiens, tout comme quand on va peut-être prendre la voiture, on se dit, ah, faire attention, la voiture, c'est un outil qui est dangereux, on peut faire un accident. Mais est-ce que quand on marche en ville comme ça, là, on se dit, oula, je suis peut-être en danger, là. Alors, quand on va à Paris, apparemment, quand on va à Paris, c'est dangereux. OK. Mais est-ce qu'on se dit, de manière générale, que non, on marche, il n'y a pas de souci? OK. Eh bien, est-ce que si je vous dis 40 et 64 000 décès par an causés uniquement par la pollution de l'air? 40 000 à 64 000 décès par an causés par la pollution. Et en voiture, pour comparer, des morts en circulation, 1780, par exemple en 2018. 1780 meurent d'un accident de voiture, 40 000, entre 40 et 64 000 de la pollution. 1700 en voiture, plus de 40 000 pollution. 1700 en voiture, plus de 40 000. Vous imaginez, quand vous prenez la voiture, c'est plus le même raisonnement. Hein? Eh bien, c'est les dégâts que ça cause sur la santé. Quand ils meurent, c'est noté. Eh oui. La pollution tue. La pollution tue. Et la pollution tue bien plus que les accidents de voiture ou que le coronavirus. Oui, oui. C'est une réalité. Et nous allons la voir en images. Il faut brancher alors mon... Juste, tu me donnes le câble là. RMC. Objectif Terre. Les chercheurs rappellent qu'il existe une autre pandémie dont on ne parle pas assez, beaucoup plus insidieuse que le coronavirus, c'est la pollution de l'air, tout simplement. Oui, la pandémie de la pollution de l'air qui tue plus que le tabac, plus que le sida ou plus que les guerres. C'est la conclusion d'une nouvelle étude européenne. La pollution serait responsable de 8 800 000 morts par an dans le monde, ce qui en fait le principal risque à l'échelle de la planète. C'est le double de ce qu'on pensait jusqu'à présent. Et ça veut dire qu'à cause de la pollution, on perd en moyenne 3 ans d'espérance de vie. Alors pour les chercheurs, il faut bien parler de pandémie, puisque la pollution a un gros impact sur la santé publique et que c'est un phénomène mondial. Elle tue 19 fois plus que le paludisme, 3 fois plus que l'alcool. Alors malgré tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. L'Asie est le continent le plus touché. En Inde, par exemple, dans la région de l'Uttar Pradesh, la pollution aux particules fines réduit l'espérance de vie de 8 ans et demi. Alors la France n'est peut-être pas la plus exposée, n'empêche qu'on compte quand même autour de 67 000 morts par an à cause de la pollution. Et ce sont les personnes âgées les plus vulnérables. Les 3/4 des personnes qui meurent à cause de la pollution de l'air ont plus de 60 ans. Pollution de l'air qui endommage les vaisseaux sanguins. Oui, ça entraîne une hausse de la pression artérielle, des AVC, des crises cardiaques. Et c'est jusqu'à présent le risque de maladies cardiovasculaires notamment qui avait été sous-estimé. Alors on peut faire quelque chose. Pour les chercheurs, rien que si on remplaçait les combustibles fossiles par des énergies propres, on gagnerait un peu plus d'1 an d'espérance de vie. Et ça épargnerait 5 500 000 vies par an. C'est un choc, hein?
Mais c'est pas fini. C'est très court. Invisible ou presque, la pollution de l'air a changé de nature. Autrefois d'origine industrielle, avec les poussières ou les oxydes de soufre, elle est aujourd'hui principalement dominée par des émissions venant des installations de chauffage ou des échappements de véhicules. Alors que nous inspirons 13 000 litres d'air par jour, quelles sont les conséquences de la pollution de l'air sur notre santé ? Encore, on souffle, on tient, 1, 2, et on descend doucement. Le souffle, c'est ce qui manque à ce groupe de patients. Tous sont atteints de maladies chroniques respiratoires. La Polyclinique Saint-Laurent les accueille pendant 1 mois. Au programme, des activités pour se réapproprier un mécanisme naturel devenu une contrainte. Ça consiste à reproduire des efforts qu'ils sont censés reproduire à la maison dans leur activité de la vie quotidienne, notamment la marche, pour aller faire ses courses. Depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis beaucoup plus sensible aux odeurs. Donc je sens beaucoup plus les odeurs de gaz d'échappement, de choses comme ça. Je surveille des pics de pollution. Je sors plus en ville. Je vais plus en ville du tout parce que c'est trop pollué, c'est trop. J'ai des crises d'asthme. Ah, et 2, Chantal. Oh, mais tout à l'heure, les poumons qui vont sortir. Les exercices varient pour refaire bouger les corps. Stéphane, Françoise ou Chantal sont devenus les victimes collatérales de la pollution de l'air. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3 enfants sur 4 respirent un air pollué. En Pays de la Loire, selon Santé publique France, cette pollution a entraîné 2530 décès prématurés. En Bretagne, 2400. Les risques pour la santé sont donc réels, mais dans quelle mesure ? Quelqu'un qui n'a pas de maladie respiratoire ne va pas forcément ressentir l'apparition de symptômes respiratoires. C'est vraiment une atteinte à bas bruit de l'appareil respiratoire. Donc c'est sur le long terme ou le moyen terme qu'on va mettre en évidence l'impact de la pollution. Après, sur des personnes qui ont déjà une maladie respiratoire, ils peuvent voir une aggravation très importante de leurs symptômes, ce qu'on appelle des exacerbations. Ça peut entraîner un passage aux urgences parce que ça peut être vraiment très grave. Nos modes de vie ont changé et nous confinent davantage. Plus insidieuse, la pollution de l'air intérieur fait aussi des dégâts. Pendant leur séjour, les patients de la polyclinique y sont sensibilisés grâce à un appartement témoin. Vérifiez, regardez. Je trouve pas ça terrible ici. C'est ça la ventilation? Vous avez vu l'humidité? Ouais, là il y a de l'humidité. Jacqueline Lizaraga, infirmière et conseillère médicale en environnement intérieur, incite les patients à repérer les risques au quotidien. Tout ce qui est ces produits vaporisés, nous on s'en méfie, y compris dans le domaine du travail. C'est-à-dire que maintenant, d'ailleurs dans les hôpitaux, on n'utilise plus de produits à vaporisation mais à mousse. Parce que la mousse va très vite donc venir sur la surface, mais ne va pas vaporiser les gouttelettes dans l'atmosphère. Parce que là, pour votre respiration, c'est pas très très bon non plus d'avoir tous ces produits. Il faut aussi toujours garder quand même ce geste de l'ouverture de l'air, de la circulation de l'air. C'est ça qui est important. Parce que la pollution, quand elle stagne à un endroit, elle va être plus nocive. Donc l'intérêt de la circulation de l'air, même si on sait que c'est pas parfait à l'extérieur, c'est pas parfait à l'intérieur, mais si on fait bien circuler tout et qu'on ouvre les choses régulièrement, on va avoir une meilleure quand même, moins de concentration de produits à l'intérieur de l'air. La qualité de l'air, un enjeu majeur pour la France qui va devoir se mettre aux normes. En automne dernier, le pays a été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir dépassé à de nombreuses reprises la valeur limite pour le dioxyde d'azote, un gaz polluant issu des moteurs de voitures. Ok, qu'est-ce qui a envie de partir vivre en ville maintenant? Ouh, j'ai vu une main. Ah, c'est des enfants et ils n'ont pas compris. Hein. D'accord, ok. Bon, il faudra leur expliquer. Ok. Donc, la messagère nous dit, toujours dans l'événement des derniers jours, chapitre 7, à la page 78.6, l'environnement physique des villes est un péril pour la santé. L'environnement en ville est physique en ville est un péril pour la santé. Le danger constant de contamination, l'air pollué, l'eau impure, la nourriture médiocre, des logements trop étroits, sombres, malsains sont quelques-uns des inconvénients que l'on y rencontre. Il n'était pas dans le plan de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes, dans la promiscuité des immeubles et des taudis. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Le désir de Dieu pour nous, c'est que nous puissions prospérer en santé. Et nous avançons sur la fin en considérant le 3 Jean 2,
où il est dit, « Bien-aimé, je désire par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Amen. Amen. Dieu veut nous voir en bonne santé. Et pour nous voir en bonne santé, il nous conseille de vivre à la campagne. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de bonté, de tendresse. Et on peut le lire en Psaume 103, le verset 3 et 4. Par-dessus tout, Dieu désire, par-dessus tout, que nous soyons en bonne santé. Santé du corps, mais aussi de l'esprit. Et nous devons travailler ensemble avec lui à la santé du corps et de l'âme. Et si nous voulons obéir à Dieu, qui sait mieux que nous ce qu'il y a de mieux pour nous, alors nous devons quoi faire? Quitter les villes. Si nous voulons prendre soin de notre santé, de notre corps, afin de glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit, nous devons quitter les villes. Exactement. Événements des derniers jours, chapitre 7, page 77.3. Je presse notre peuple de faire de la recherche de la spiritualité l'objectif de leur vie. Le Christ est à la porte. C'est pourquoi je dis à notre peuple, ne considérez pas comme une privation d'être appelé à quitter les villes pour vous installer dans des zones rurales. De riches bénédictions y attendent ceux qui voudront s'en emparer. En contemplant les scènes de la nature, les œuvres du Créateur, en étudiant les chefs-d'œuvre sortis des mains de Dieu, de manière imperceptible, nous dit la messagère, vous serez changés. On a vu avec les jeunes tout à l'heure que la rencontre avec Dieu provoque la jeunesse, un changement, mais une transformation de manière imperceptible. Vous serez changés progressivement à leur image. Si nous voulons respirer de l'air pur et vivre sur la terre pour l'instant, pour le temps que Dieu veut vraiment, pas un qui serait raccourci, parce que la pollution nous aura privés de quelques années, qu'est-ce que nous devons faire? Quitter les villes. Nous devons quitter les villes, effectivement, et vivre à la campagne. Si nous voulons éduquer nos enfants dans la crainte de Dieu, en les enseignant dans l'exemple de notre Sauveur Jésus, alors nous devons quitter les villes, exactement, pour vivre à la campagne. À la page 79.2, elle nous dit « À plusieurs reprises, le Seigneur nous a enseigné que les croyants doivent partir hors des villes avec leur famille et produire eux-mêmes leurs fruits, légumes, car à l'avenir, nous rencontrerons de sérieux problèmes pour vendre et acheter. Message des 3 anges. Nous devrions commencer à mettre en pratique les instructions qui nous ont été données à maintes reprises. Dieu nous répète, nous répète, nous répète. Quittez les villes pour aller dans des secteurs ruraux où des maisons ne sont pas entassées les unes contre les autres et où vous n'aurez pas à craindre les interventions de nos ennemis. Si nous voulons maintenant et maintenir nos cœurs et nos pensées dans la paix du Christ, en contemplant les bienfaits de sa création, en nous épargnant du stress et la maladie, quittons les villes. Oui. Ah oui. Si nous aimons Dieu et désirons vivre à ses côtés, et pour cela, nous préparer dès à présent, pensons au bagage, le seul bagage dont nous avons besoin, en travaillant à l'édification de notre caractère. Quittons les villes. Quittons les villes. Et la dernière slide. Page 76.5. En tant que peuple de Dieu, gardant ses commandements, nous devons quitter les villes. Comme Enoch, nous devons travailler dans les villes, mais non pas y habiter. Prions. Merci, Père éternel. Merci de la patience que tu exerces à notre égard. Merci de ta pédagogie qui
nous instruis, nous construis, nous transformes, où tu nous rappelles à maintes reprises ce que nous devons faire pour contribuer à la préparation de notre caractère, pour contribuer à être trouvés préparés lors de l'avènement de notre Sauveur Jésus. Pardonne-nous, ô Père, de ce que nous avons bien souvent bouché nos oreilles ou nos yeux pour ne pas entendre et voir ta parole, ta volonté, ta vérité. Accorde-nous le discernement dont nous avons besoin. Accorde-nous la force dont nous avons besoin. Sois notre force, soit la force dans notre faiblesse. Et là où tu nous dis d'aller, que nous puissions y aller. Là où tu nous dis de faire, que nous puissions faire, afin que nous puissions vivre dans le cadre qui sera propice à ce que nous soyons en bonne santé, à la fois physique et mentale. Merci de ce que tu nous as créé, des merveilleuses créatures. Et dans ton plan idéal, tu nous veux dans la nature, dans le jardin, autour d'animaux, autour de végétaux, qui contribuent à notre bien-être physique, mental. Et dans la contemplation, nous permettent de te contempler, de réaliser tes bontés, tes merveilles, et te laisser nous façonner. Accorde-nous, Père, le discernement dont nous avons besoin, la force dans notre faiblesse, ton Esprit Saint, et que nous puissions vivre à la campagne, selon ta volonté. Et ce sont les grâces dont nous te prions, nous te réclamons par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.